La mobilisation de la loi relative aux élections dans ses articles 27 et 54, portant sur la proclamation des résultats et la remise des procès-verbaux, consécutifs au dépouillement des résultats des scrutins, désormais pour une réelle transparence des élections, la Commission demandait que chaque parti dispose d'un exemplaire de PV et des résultats proclamés par la CNI. Septièmement, l'abandon pur et simple des pratiques de l'ancien système de partis uniques dans la désignation des assesseurs. Ces assesseurs devront représenter les partis en compétition. Huitièmement, l'accès libre et équitable des partis politiques aux médias publics. Neuvièmement, l'amendement de l'application effective de la loi de 92 sur la communication qui autorise l'ouverture des radios et de télévisions libres. Ces 9 revendications guidées par le souci d'instaurer enfin une démocratie digne de ce nom en République de Djibouti. Pas d'accusé de réception, pas de réponse. Sans l'assurance d'un changement de pratique de la part du pouvoir, nous avons cherché des garanties auprès de nos partenaires et amis avant de nous lancer dans cette campagne. Avant les élections, les démarches effectuées auprès de représentations à Djibouti par l'opposition, comme celles entreprises ici à Paris, se sont conclues invariablement par « aller aux élections, nous serons vigilants sur leur déroulement ». Fort de ces encouragements et de ces promesses, et compte tenu des forces d'opposition formelles et informelles garantissantes au sein d'une population opprimée qui attendait ces élections, nous, l'opposition intérieure et extérieure, avons décidé de participer à l'élection législative du 22 février dernier. De nouveaux partis tels que le Modèle et les RAD s'étaient créés et avaient demandé leur agrément afin de concourir aux élections législatives. L'élection locale de l'année dernière a montré la lassitude des Djiboutiens à l'égard du tyran des pouvoirs et a donné la victoire à la liste indépendante RAD encore tolérée, ce qui a créé un réel espoir de changement. Cette fois, le gouvernement en place n'a pas eu le temps de manipuler des partis émergents. Pourtant, la méthode était rodée. Il suffisait de cloner ces nouveaux partis, ces syndicats ou ces associations. On a créé d'autres, on leur donne les mêmes appellations et bien sûr, on met à leur tête des marionnettes dociles et soumises. Des méthodes de ce genre, les pouvoirs en inventent régulièrement et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est sans vergogne. C'est ainsi que suite à la dernière élection législative, il a licencié comme des simples employés les élus du conseil municipal de Djibouti-Ville, les maires et ses adjoints. Cette fois, les Modèles et les RAD ont échappé au clonage et ont rejoint l'opposition. Ces renforts ont permis la création de l'Union du Salut national. Une dynamique était née. Cette nouvelle opposition a galvanisé les foules, comme en témoignent les réunions et les manifestations tenues durant les 12 jours de cette campagne électorale. On connaît la suite. Panique au plus haut sommet de l'État au vu des succès grandissants et les engouements suscités lors des différents meetings de l'opposition à Djibouti-Ville, comme dans toutes les villes et villages à travers le pays. Intervention télévisée menaçante du chef de l'État après la clôture de la campagne électorale, transformant l'élection législative en un référendum pour ou contre le président. Fraude massive qui a abouti purement et simplement à l'inversion des résultats du scrutin après conciliabule de nos dirigeants durant 9 longues heures. Et à ce sujet-là, j'étais heureux d'entendre que notre ami Qassim Ahmeddine était à Djibouti et il pourra peut-être mieux nous donner plus de détails sur le déroulement de cette période-là. L'ambassade de France a alors ouvertement cautionné cette élection frauduleuse, constatée par tous les observateurs en place, en félicitant les partis des présidents et les élus. Cette sortie ridicule a bien sûr été exploitée par le gouvernement en place qui a largement diffusé son intervention dans les médias.
silence gêné de nos amis français qui contrastait avec leur encouragement appuyé qui nous avait prodigué avant les élections. Ces manques de clarté de la France, ces attitudes ambiguës, ces doubles langages entre pouvoir en place et opposition sont déstabilisants. Nous avons apprécié l'attitude de la représentation des États-Unis d'Amérique présente à Djibouti, qui est restée fidèle à la politique prônée par le président Barack Obama vis-à-vis des dictateurs africains dans la ligne qu'il avait fixée lors de son discours à Accra le 11 juillet 2009, affirmant « L'Afrique n'a pas besoin d'un homme fort, mais d'une institution forte ». Les hommes passent, le pays continue son évolution. Aucun changement notable n'a été constaté depuis l'indépendance. Bien au contraire, le pays s'est plus en plus enfoncé dans l'agonie. Mon intervention porte plus sur un problème d'ordre général et plutôt régional. La pauvreté d'abord et l'émission de la République de Djibouti dans les affaires intérieures des pays voisins. Enfant gâté, oui, Djibouti l'est, par le financement extérieur, par le soutien des puissances, par l'enjeu régional qui se joue, la petitesse de son territoire, la petitesse de son peuple et des ambitions folles de grandeur même que lui donne l'Occident, riche et puissant, surarmé et qui régule l'État, qu'il soit économique, politique, social, etc., de ce monde. D'où le multiple refus de toute alternance politique au sommet de l'État. L'utilisation démesurée des forces armées contre son propre population. Ismaël Omar le fait. Une population pauvre. Un enrichissement illicite. Une dilapidation effrénée des biens publics, des délais publics. Le soutien inconditionnel des puissances occidentales à cette politique dangereuse. Ismaël Omar est devenu un risque majeur pour l'ensemble de la région. Les 36 ans du pouvoir du régime de RPT, qui est un pouvoir absolu, laisse une situation calamiteuse au peuple djiboutien dont la grande majorité vit marginalisée et dans un total dénuement. Les pays, entre guillemets, dits amis, je dis amis, je dirais plutôt ennemis du peuple djiboutien, amis, que sont ces puissances occidentales, est un fait que tout Djiboutien, homme, femme, grand, petit, constate. Et malheureusement subit. Leur contribution de toute nature, que ce soit financière, aide par nature, dont des véhicules, dont alimentaires, dont je ne sais pas quoi, ne suffisent pas à calmer cette douleur des Djiboutiens. Et par contre, elles constituent une garantie pour le régime qui est en place. Et c'est là le drame. On ne demande pas de compte à Ismaël Omar sur l'utilisation de ces dons, de ces prêts. On ne lui demande pas de rendre compte. Ce que les Anglais appellent un feedback. Il n'y a pas de feedback. On donne. Et on contribue encore d'année en année. Je serai en mesure de vous donner quelques chiffres plus tard dans la discussion, enfin dans le détail. Mais c'est un soutien quand même sans faille, est en quelque sorte, dans l'esprit occidental, hein, et comme il est aisé,
on s'accoutume. C'est comme une accoutumance du malheur des autres. Une fatalité. C'est une fatalité. Dès lors que les contribuables européens, américains ne demandent pas de compte à leurs propres représentants, qu'ils soient informés ou pas, par médias ou autres, c'est une acceptation de cette fatalité de ce peuple. Une complicité même. Cela justifie qu'on s'en fout des victimes quotidiennes. Victimes quotidiennes. Les victimes de cette ridicule machine à tuer. Hein? C'est presque si on n'en riait pas. C'est ça, justement. Djibouti, ça. Peut-être pas vous faire un descriptif de toutes les violations des droits de l'homme qui sont commises à Djibouti parce que, premièrement, vous les connaissez. Deuxièmement, dans cette table ronde sur les causes de la situation politique et des droits de l'homme à Djibouti, il est plus intéressant de regarder les causes structurelles, notamment des violations des droits de l'homme à Djibouti. Pour autant, la typologie des violations des droits de l'homme à Djibouti, commises sur une période relativement longue maintenant, est assez intéressante pour nous permettre de comprendre quel est ce pouvoir qui est en place à Djibouti, ce qu'il commet, pourquoi est-ce qu'il commet ces violations des droits de l'homme, et dans quel objectif et dans quel but, et comment limiter dans un premier temps ces violations des droits de l'homme et comment les stopper. C'est la raison pour laquelle je prends aussi la parole dans ce colloque, dans cette réunion, où il y a beaucoup d'opposants aussi politiques. Les droits de l'homme, je le répète, n'ont pas un parti pris politique pour les uns ou pour les autres. Et quand je discutais avec un célèbre opposant djiboutien, dont je tairai le nom, et je lui demandais qu'est-ce que vous prévoyez en fait pour les droits de l'homme dans le futur si vous prenez le pouvoir un jour à Djibouti. Il m'a dit faites-moi confiance, on sait ce que c'est que les violations des droits de l'homme et on ne reproduira pas la même chose. Le problème, et je pourrais le multiplier avec beaucoup d'opposants politiques en Afrique ou dans le monde, la question n'est pas de faire confiance. La question, c'est d'instaurer les règles qui limitent la question des violations des droits de l'homme, qui les empêchent et qui font qu'on ne peut pas les reproduire, quelle que soit la nature du pouvoir, quel que soit l'individu qui prend ce pouvoir et quels que soient les individus qui le conservent ou qui le transmettent. Et c'est bien là une des questions qui est symptomatique à Djibouti. Les dernières élections qui ont fait, selon nos derniers décomptes, sur au moins 6 morts, probablement plus, de nombreux blessés. On a une vraie opposition et discussion avec le pouvoir djiboutien qui nous accuse d'avoir utilisé les médias et la presse internationale pour surévaluer la situation des pertes humaines pendant les dernières manifestations, essentiellement les 23 et 24 mars à Djibouti-Ville aussi essentiellement. Ils nous accusent de sensationnalisme, ils nous accusent d'avoir utilisé des décomptes et des bilans pour dramatiser la situation et pour stigmatiser le pouvoir en place à Djibouti. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on ne sait pas le bilan exact des personnes qui sont mortes pendant ces manifestations, puisque un grand nombre des familles de victimes n'osent pas maintenant aller auprès des organisations de défense des droits de l'homme. Et ces organisations de défense des droits de l'homme sont aussi très limitées dans leur action. La FIDH, qui compte 164 organisations membres à travers le monde, dans 130 pays aujourd'hui, a une organisation membre à Djibouti depuis les années 90, c'est la Ligue djiboutienne des droits humains, la LDDH, qui aujourd'hui travaille évidemment dans des circonstances extrêmement compliquées. Les autres organisations de défense des droits de l'homme existantes à Djibouti travaillent elles aussi dans des situations
d'extrêmes difficultés qui sont à l'image des violations que connaissent la population djiboutienne et qui malheureusement compartimentent l'ensemble des secteurs de la société. On l'a vu, limitation du droit de la manifestation, limitation du droit à l'information, à la communication, limitation des droits syndicaux. Il y a quelques années, j'avais fait une enquête moi-même sur la question des droits syndicaux à Djibouti, notamment en relation avec le port et son apport économique. Merci. Donc, après le porte-parole de la Fédération internationale des droits de l'homme, il est très très difficile de parler de respect des droits de l'homme, mais le thème qui m'a été attribué, c'est effectivement la répression, la punition collective et les impunités. Et j'ai rajouté un autre terme qui est la discrimination aussi, dont certains sont victimes à Djibouti, que ce soit des cadres, que ce soit des Afars, que ce soit des Arabes. Donc le régime politique, vous avez parlé d'un régime politique, mais je ne parlerai pas de régime politique, mais plutôt d'un régime autocratique, clanique. Vous avez utilisé un terme que moi j'utiliserais patrimonial. Vous voulez faire des affaires à Djibouti. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle donc Ahmed Kassimissé et je suis le président de l'Association pour le développement et la démocratie. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Djibouti, j'ai une petite carte. On voit bien, c'est un tout petit pays de 800 000 habitants avec 23 100 km². C'est tout petit, mais c'est aussi un pays stratégique, comme vous l'avez dit, stratégique pour le pétrole, stratégique pour tout ce qui est approvisionnement pour l'Éthiopie, par exemple. Et c'est aussi donc un régime qui a... J'ai aussi travaillé à Djibouti pendant de nombreuses années, avec certaines personnes qui sont ici, monsieur le directeur de la RTD, etc. etc. J'ai occupé les fonctions de directeur de la formation à la Chambre de commerce de Djibouti pendant plusieurs années. Et donc côtoyer à peu près, de très près, le fonctionnement du régime tel qu'il est profondément à Djibouti. Et il a érigé ce régime, sa gouvernance, je dirais, sur la répression, la punition collective et l'impunité. Les auteurs des crimes, par exemple, je citerai un seul crime, celui pour lequel je vous invite tous les ans, le 18 décembre, certains me connaissent pour ça, à faire une manifestation devant l'ambassade de Djibouti à Paris pour dire que ce crime n'a toujours pas été puni et les auteurs de ce crime, le massacre, donc c'est un massacre, le massacre d'Ariba, qui a eu lieu en 91 parce que le FRUD a bougé un peu dans le nord du pays et à chaque fois qu'il y a un mouvement, allez, on va dire d'une dizaine de jeunes qui bougent quelque part dans le nord ou dans le sud du pays, le régime s'en prend à la population civile. Une cinquantaine de personnes ont été tuées par l'armée et à aucun moment, aucune enquête n'a été diligentée parce que c'est un crime, quasiment un crime d'État. Et donc depuis 1991, nous manifestons chaque année pour dire arrêtez les crimes. Il faut retrouver les coupables, ceux qui ont assassiné, ceux qui ont massacré des innocents à cette date-là. Et depuis, le régime continue à chaque fois qu'il y a un mouvement, qu'il y a une contestation, à réprimer la population civile. Que ce soit au Obok. Je ne veux pas vous citer à chaque fois, ni faire la liste des crimes qui ont été commis depuis les années 90 à aujourd'hui, parce que ça continue. Hein. Les élections ont donné aussi l'occasion au régime de réprimer le peuple, que ce soit à Tadjoura, à Dikil. Et donc il y a 37 victimes qui ont été empoisonnées. Regardez jusqu'où va les moyens qu'utilise l'État et notamment la gendarmerie pour les tortures, parce que rappelez-vous, Djibouti a été une colonie, un territoire français des Afars et des Issa, et qui a hérité aussi d'une formation de la gendarmerie nationale française, qui est reconnue, hein, très connue dans le monde entier, pour la façon de torturer les gens. Ce régime, les militaires, les gendarmes djiboutiens ont hérité de cette formation. Malheureusement, pour nous tous, et tous ceux qui ont été victimes de ces gendarmes, aujourd'hui, n'ont pas été entendus. Ils sont toujours victimes de cela. Vous avez dit que la démocratie, ça se construit. Vous avez cité les piliers de la démocratie, la justice indépendante, des élections démocratiques
libre, respecté. Et tout ça à Djibouti, ça n'a pas lieu. C'est pour ça que je commençais par dire que ce régime a érigé sa gouvernance sur la répression. Attention. Merci à toi. Citez-moi un moment qu'un opposant djiboutien a pu intervenir à la radio et à la télévision, a pu intervenir dans le journal, avoir eu une interview dans le journal, a pu s'exprimer bibliquement. C'est inexistant à ma connaissance. Oui, justement, je reviens à la campagne électorale. Lors de la campagne électorale, uniquement. Et là, moi, je me suis astreint, je peux te répondre, cher ami, je me suis astreint à regarder la télévision par Internet, le journal télévisé et surtout l'édition spéciale de campagne électorale, l'élection. Je chronométrais par métier, hein, c'est une des formations professionnelles, l'intervention de l'opposition. Je n'ai jamais vu la moindre discours, la moindre phrase cohérente, complète, diffusée lors de cette émission. J'ai vu des plans larges. Je n'ai jamais vu les gens de l'opposition sur l'estrade et voir qui intervient et comment il intervient et une présentation convenable. Par contre, j'ai vu l'UNP bien organisé, bien filmé, phrase terminée. Bien que je redoutais également techniquement que ce n'était pas très au point. Mais du côté de l'opposition, c'était vraiment une gâchis. Mais en dehors de la période de campagne électorale, la démocratie, c'est dans le dialogue, dans la discussion, dans l'espace audiovisuel. Puisque l'opposition n'a pas la possibilité d'avoir des radios et des télévisions et autres. Mais la radio et la télévision, c'est biblique, c'est national. Ça n'appartient pas à une personne, à un parti, ça appartient à l'État, à tous citoyens, à vous, à moi. Comment se fait que aucun responsable politique ne puisse intervenir? Est-ce qu'il y a eu un débat à la radio et à la télévision organisé? Bon, non, mais est-ce qu'il y a eu? Non. Voilà. Non, je m'arrête là, mais Celui de quelle solidarité avec Djibouti. Donc, rapidement, le terme solidarité, moi je l'entends comme différent de soutien ou de sympathie. Solidarité, ça veut dire synergie entre organisations militantes. Sinon, on parle d'aide ou humanitaire ou autre, quoi. Donc, c'est-à-dire la responsabilité des militants et des organisations militantes. Bon, tout a été dit sur le caractère très isolé de Djibouti sur la scène politique et médiatique est presque inconnu. Et ça se reflète aussi au niveau du mouvement africain où il y a très peu de relations entre les différentes organisations qui poursuivent les mêmes objectifs démocratiques et les organisations sœurs djiboutiennes. Donc les obstacles à cela, c'est que donc, le pays est donc méconnu, mais il y a aussi le fait que l'opinion est saturée des crises africaines. Donc vous avez la RDC, vous avez eu le Rwanda, maintenant le Mali, etc. Et on se dit, Djibouti, bon, c'est pas une démocratie, mais finalement, ça ne va pas si mal que ça. Aux dernières élections, l'opposition a eu 20%. Le président Guelleh a promis de ne pas se représenter. Il y a eu 6 morts, d'accord, mais seulement, hein, parce qu'ailleurs c'est par dizaines ou même parfois par centaines, etc. Donc il y a ça aussi qui fait qu'il y a trop de problèmes en Afrique. Donc s'il y a un endroit où il n'y a pas trop de réfugiés, où il n'y a pas trop de masse, il n'y a pas de génocide, bon, on peut dire que c'est un moindre mal, quoi. Donc ça aussi, ça ne favorise pas la perception. Alors ce que je propose, je crois que c'est difficile sur le plan international de demander même aux mouvements qui sont intéressés par la solidarité de s'intéresser, de sympathiser avec 53 pays africains
eux-mêmes divisés en clans et sous-clans, comme on a dit, quoi. Et pour cela, moi, je pense que pour percer cet obstacle, il faut développer des convergences plus larges. Et par exemple, au lieu de connaître chaque fois quelque chose sur un pays déterminé, sur notre cinquantaine de pays, que ce soit au niveau régional. Par exemple, Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, a une position qui est très significative par rapport à la crise en Somalie, les deux Soudans, l'Éthiopie, Érythrée, et ça déborde un peu la Corne de l'Afrique sur le nord de l'Ouganda et du Kenya. Donc déjà, au niveau régional, essayons de réfléchir ou de développer des mobilisations. Et puis il y a la justification aussi parce que les situations sont liées. Ça permet aussi de sortir de l'isolement. Et aussi, il faut approfondir les thématiques. Je regrette de le dire, mais l'observateur a l'impression que les oppositions africaines n'existent qu'au moment des élections. Quand il y a des élections, il y a des manifestations, il y a des protestations, et donc parfois il y a des morts, etc. On proteste. Mais quand il n'y a pas d'élections, il n'y a pas d'activité. Et donc il ne faut pas se limiter seulement au côté électoraliste. Hein. Les problèmes de nos populations, les problèmes comme l'exemple du sultan qui a été cité, des problèmes d'eau, des femmes qui accouchent, et d'autres problèmes peut-être même plus profonds. Il faut qu'il y ait des thématiques qui soient liées à la vie quotidienne des gens, parce que nous qui vivons à l'extérieur, en exil, nous sommes perçus par une partie de l'opinion africaine comme étant des beaux parleurs, mais déconnectés de la réalité. Qui sont dans la théorie des droits de l'homme, comme hier ils étaient dans la théorie marxiste, mais ça tourne un peu en vase clos. Donc il faut développer des thématiques vraiment qui reflètent les conditions quotidiennes de vie des gens, même si ce n'est pas des choses très exaltantes ou très révolutionnaires, mais qui sont réelles. Et enfin, je voudrais aussi faire une proposition, c'est pour développer la convergence, pour aller au-delà de l'électoralisme, il faut s'efforcer de revitaliser l'idéologie panafricaniste. Parce que quand même sous l'époque coloniale, il y avait des partis africains, comme le RDA, le PRA et d'autres, etc. Et même l'ANC, quand elle s'est créée, c'était un parti africain. Et les différents partis locaux, c'était des sections. Or, aujourd'hui, non seulement cette situation n'existait pas, mais même des partis qui appartiennent à la même idéologie, par exemple les partis socialistes africains, ne se retrouvent qu'au congrès du PS français, mais pas entre eux. Et donc, je pense qu'il faut développer des idéologies. Il n'y a que les islamistes qui ont une idéologie internationaliste et active en ce moment. Il faut les reconnaître. Et donc, développer des convergences idéologiques panafricaines larges. C'est vrai, nous sommes tous panafricanistes, mais moi j'appelle ça le panafricanisme des conditions d'utilisation. Vous savez, quand vous prenez un abonnement téléphonique ou quand vous allez télécharger un logiciel, il y a des conditions d'utilisation. Mais vous ne les lisez pas, vous dites j'accepte. Ben, c'est comme ça, panafricanisme, je coche la croix, j'accepte, mais sans lire. Donc il n'y a pas de contenu. Il faut vraiment que ce soit un travail d'éducation et d'approfondissement idéologique au niveau de la base. Je ne m'exprime qu'à titre personnel, quelles que soient mes affinités avec tel ou tel parti, c'est aujourd'hui à titre personnel, surtout que je reviens du pays, j'y étais il y a un mois, donc j'ai assisté de près à ce qui s'est passé. Donc essayons d'être le plus objectif possible, on n'est pas là pour faire de la prêche. Donc la question de cette table ronde, c'est peut-on parler d'un printemps djiboutien? Je ne crois pas parce que selon l'opposition elle-même, il parlait d'hiver djiboutien. Personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, parce que l'hiver, c'est la chape de plomb, c'est la normalisation de la violence. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là en écho aux élections législatives qui se sont déroulées le 22 février dernier. Et pour parler du contexte de ces élections, où nous en sommes aujourd'hui, je crois qu'il faut aborder ce problème sous trois aspects, si vous voulez. Comme la personne qui va me suivre va parler de la nature du régime, il faut également parler de la nature de l'opposition djiboutienne. Au moins, c'est celle qui est à l'intérieur. Ensuite, ces élections ont mobilisé à des temps différents. Tout le monde ne s'y est pas investi au même moment et dans le même contexte. Donc, restituer le contexte et le tempo de la mobilisation électorale pour ces législatives. Enfin, 2 mois que la contestation dure, nous sommes entrés dans une phase de ritualisation de contestation et en même temps de bureaucratisation de l'USN avec des postes, des promotions. Donc, quelle sortie de crise peut-on envisager?
D'abord, tordre le cou à une première idée reçue. On entend dire souvent que c'est la première fois depuis 10 ans que l'opposition participe à des élections. C'est pas tout à fait exact parce que si vous vous souvenez de la présidentielle 2011, l'UMD, c'est-à-dire le PND et le PDD, avaient soutenu un candidat alibi, c'est-à-dire présenté par le régime contre le régime. Donc toute l'opposition n'a pas toujours boycotté depuis 10 ans toutes les élections. Donc la composition actuelle de l'USN est héritière d'une longue tradition de coalition de circonstances électorales. Comme le disait mon prédécesseur, il n'y a pas de vide de parti entre deux élections, c'est ce que le drame, pas seulement à Djibouti. Donc la composition de l'USN, il y a 4 partis légalisés. Alors, moi, mon thème, c'est la nature du régime djiboutien. La nature du régime djiboutien, est-ce qu'on peut parler d'une structure du régime djiboutien qui explique sa situation? La structure du régime djiboutien, j'ai proposé de le poser en 2 aspects. Un aspect oppression-répression, donc un volet oppression-répression qui caractérise le régime djiboutien, et un aspect faire semblant, qui est aussi une caractéristique typique du régime de Djibouti. Et ces 2 volets expliquent un peu le fonctionnement du régime. Sur j'ai 7 minutes. Sur l'oppression et la répression, Djibouti a commencé sa vie politique indépendante en 1977 avec un système d'oppression qui est le parti unique, le RPP. Beaucoup en ont parlé avant moi, mais ça a été le premier pas de Djibouti sur la scène politique internationale, commencer sa vie avec un parti unique. Et le premier parti d'opposition qui a été emprisonné pour non-respect du parti unique a été le PPD en 1981, et les choses n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui, malgré ce que disait notre correspondant de l'État. Effectivement, le régime djiboutien se caractérise par le parti unique. Aujourd'hui, le parti unique s'est étoffé, il a absorbé de nouveaux partis, mais il est resté unique, dans le sens où il a seul droit de citer dans la presse et dans le pays. L'autre point de l'oppression-répression, c'était l'absence de constitution. Et aujourd'hui, en 1992, depuis 1992, une constitution a existé, mais elle a été créée, comme disait Kassim, sous la pression de la lutte armée. Alors, est-ce qu'il faut encore repartir à la lutte armée pour avoir une nouvelle avancée dans la politique de Djibouti? Personnellement, je ne crois pas, puisque l'USN travaille avec succès sur le volet de la lutte pacifique. On y reviendra peut-être dans les questions. Encore répression et oppression qui caractérise Djibouti dans le sens où l'accaparement de la politique se fait par le pouvoir exécutif, qui est le fait du gouvernement, le pouvoir législatif, pareillement, le pouvoir judiciaire, sont tous les 3 concentrés entre les mains du chef de l'État. Donc voilà encore un autre volet, un volet de la répression-oppression qui caractérise bien Djibouti, puisque beaucoup de choses en découlent. Ensuite, j'allais parler aussi de l'oppression quotidienne des Djiboutiens tous les jours. C'est le travail extraordinaire, diabolique, que réalise ce qu'on appelle à Djibouti le SDS, le service de documentation et de sécurité. C'est un service de secret djiboutien qui est d'une efficacité redoutable, puisqu'il arrive à taire les Djiboutiens tant d'années. Et les Djiboutiens tellement ont la pression du SDS dans le dos qu'ils réagissent par à-coups lorsqu'ils n'en peuvent plus. Ça a donné la lutte armée. Actuellement, ça donne les milliers de Djiboutiens dans la rue. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc les Djiboutiens sont habitués à être surveillés individuellement, quotidiennement par le service de documentation et de sécurité, les services secrets djiboutiens. Ça, c'est une caractéristique typique de Djibouti. Dans d'autres pays, malheureusement, existe ce que moi j'appelle l'ascenseur social. Bien que parfois il soit grippé, il y a l'escalier, ce qui est un raccourci. Mais à Djibouti, le mépris envers justement la jeunesse, le mépris également à l'égard des adultes, fait que
on enlève même cet escalier, ces raccourcis. Et donc, la réalité sur cette situation, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes parce que je les ai oubliées, j'ai du mal à lire un peu mon texte, elle nous démontre que le régime au pouvoir a malheureusement hypothéqué l'avenir non seulement de la jeunesse, mais tout un peuple. Et ça, il faut se l'avouer. Et jamais cette jeunesse, par contre, ni les adultes d'ailleurs, n'ont été au centre de débat, comme je le disais à l'instant, politique. Que ce soit de la part du pouvoir actuel, mais également de la part de toute l'opposition. Les peuples, ainsi que la jeunesse, ont été toujours les grands absents. Par conséquent, il nous faut aujourd'hui, je pense, puisqu'on parlait de solutions, réformer, comment dirais-je, la connaissance et promouvoir les recherches sur les questions relatives à la jeunesse à Djibouti. Il nous faut encourager le développement des politiques et des structures en conformité bien évidemment avec la réalité de notre pays. Je parle bien évidemment économique pour aborder les questions de la jeunesse et de notre économie et de notre progrès social. Il nous faut promouvoir également la participation des jeunes dans la prise des décisions, comme de l'adulte d'ailleurs, dans l'engagement civique et dans l'inclusion sociale. Donc il nous faut également désenclaver beaucoup de choses, notamment les quartiers. Aujourd'hui, très peu sont les secteurs d'activité porteurs à Djibouti, ou très peu sont également les politiques qui auraient favorisé et qui pourraient favoriser aujourd'hui les zones complètement oubliées de la République, qui sont également les quartiers où une forte majorité de Djiboutiens malheureusement résident. Donc pour cela, moi je préfère dire qu'il faut faire appel à tous les partis concernés afin de travailler ensemble à leur mise en place, de façon à ce que les actions soient cohérentes, à ce que nous puissions également nous concentrer sur des objectifs stratégiques communs. Donc aujourd'hui, c'est une forte majorité des Djiboutiens qui est victime par un immobilisme que nous constatons et d'une situation économique chaotique, alors que paradoxalement la République de Djibouti n'a jamais été aussi riche qu'elle ne l'est aujourd'hui. En dépit des indicateurs économiques positifs, Djibouti se situe dans l'échelle des pays pauvres avec de fortes inégalités, un faible niveau d'éducation. La majorité des Djiboutiens ne profitent guère des revenus découlant de l'accueil de beaux, parce que tout à l'heure tu l'avais soulevé, de militaires présents à Djibouti, de la communauté, issue de la communauté internationale bien évidemment. Donc, pour autant, l'opposition, parce que je rejoins un peu, quelque part, également ce que Kassim disait, je pense que c'est une complémentarité, mais c'est jamais saisi non plus des questions relatives à la jeunesse, à l'économie, au progrès social pour se distinguer, parce qu'elle ne s'est jamais distinguée justement. C'est là où il aurait fallu apporter un apport qui aurait permis justement de se distinguer du régime actuel. Et donc cette absence... il y a également, excusez-moi, les débats d'idées qui semblent également inexistants à Djibouti, et cette absence également des dimensions programmatiques, puisque je pense que parler politique ne suppose pas uniquement les connivences d'amis d'aujourd'hui ou ceux de demain, mais la morale, en fait, nous impose à ce que nous puissions aujourd'hui nous poser en tout cas comme question, à savoir quelle est cette alternance que nous souhaitons pour le pays. Ce n'est pas forcément le fait qu'on soit identifié à une ethnie ou à une autre composante ou faire je ne sais quoi comment dirais-je, de parti et de la politique à Djibouti qui me semble, moi, aujourd'hui, sont complètement en fait déconnectés de la réalité. Le peuple attend ce qu'on lui propose. Et le débat doit aujourd'hui, comme j'ai toujours dit pour faire plus vite, excuse-moi, je pense que nous avons un point essentiel à aborder. Il faut démocratiser la politique à Djibouti. La politique, elle est partie, justement. Dès lors qu'on parle de démocratie, excusez-moi, on doit également démocratiser les partis politiques. C'est-à-dire ce qui aurait permis un gage de garantie
non seulement pour la nouvelle génération, mais également pour l'ensemble de la population. Puisqu'on ne peut pas se prétendre aujourd'hui, c'est dire qu'on est porteur, on est le porte-voix du peuple, sans qu'on ait commencé nous-mêmes à faire le travail de moralisation et de démocratisation. Donc je pense que nous avons un travail énorme qui nous attend. Au-delà des projets que nous pouvons, comment dirais-je, proposer au peuple, à la République est une affaire de tous. Et je pense que la moralisation de la politique, la démocratisation de la politique est quelque chose d'essentiel, non seulement, comme je reviens là-dessus, pour que nous puissions en fait dégager des actions communes, mais également cela permettrait, me semble-t-il, l'idée de la réconciliation nationale également. Parce que nous avons également besoin de la réconciliation nationale pour aborder les autres sujets. La démocratie, c'est bien, mais sans la réconciliation, il me semble que rien ne bougera. Et je pense que c'est ce qui permettrait de créer non seulement cette identité-là, djiboutienne déjà, et puis aussi permettrait aux Djiboutiens de se reconnaître dans des projets de société.